À Lille, un commerçant prit une décision simple. Dans sa petite boutique, il permit à un client de réciter une prière discrète et silencieuse, sans déranger personne. Il n'y eut ni agitation, ni dispute, ni plainte. Tout se déroula paisiblement, presque imperceptiblement. Mais quelques jours plus tard, il fut puni. La notification arriva froide, impersonnelle, truffée de jargon technique. Elle ne parlait ni de désordre ni de conflit. Elle parlait de règles, de neutralité, de limites. Et soudain, ce geste humain fut perçu comme un problème. Le commerçant, qui n'avait jamais été militant, qui n'avait jamais cherché à imposer ses convictions, se retrouva au cœur d'une situation qu'il n'avait pas provoquée. Ce qui semblait être un détail mineur s'est transformé en un problème majeur. Ce qui semblait être du respect s'est transformé en débat. Et ce qui s'est passé ensuite a fait de cette histoire l'un des sujets les plus discutés de la ville. Mais presque personne n'était préparé aux conséquences qui ont suivi. Indiquez votre ville et votre pays en commentaire pour que je sache jusqu'où va cette histoire. Le matin à Lille commença lentement et sans couleur. Le ciel restait couvert, voilé de nuages bas qui semblaient peser sur les vieux toits. Le froid humide du nord de la France s'infiltrait dans les manteaux, remontait les pavés et pénétrait jusqu'aux os de ceux qui étaient déjà levés avant l'apparition du soleil. Ce n'était pas un froid agressif, mais un froid constant, de celui qui accompagne la ville une grande partie de l'année et rythme la vie de ses habitants. Les rues s'éveillaient lentement. Des camions de livraison passaient, laissant derrière eux des traînées de vapeur. Les portes métalliques grinçaient en s'ouvrant une à une, annonçant l'ouverture des petits commerces de quartier, boulangeries, épiceries, tabac, boutiques modestes qui survivaient davantage grâce à la fidélité de leur clientèle qu'à de gros profits. À cette heure matinale, Lille n'était pas faite de vitrines clinquantes, elle était faite de routine. Le commerçant arriva tôt, comme toujours. Il arrêta son vélo près de la façade délabrée, retira soigneusement ses gants et prit une profonde inspiration avant de soulever le portail. Le métal froid glissa lentement, produisant un bruit familier qui annonçait le début d'une nouvelle journée de travail. Il connaissait ce bruit aussi bien que son propre nom. C'était le bruit des responsabilités quotidiennes, de la survie, silencieuse. Ses mains portèrent les marques du temps, de petites coupures, des callosités, des ongles usés par un labeur incessant, des mains qui avaient ouvert et fermé des portes, rangé des étagères, porté des cartons, servi les gens sans distinction. Ses gestes étaient empreints de précision et de sérénité. Tout obéissait à un rituel appris au fil des ans, répété même les jours où la fatigue pesait le plus lourd. Le quartier commençait à s'animer. Des visages familiers passaient, certains saluant de loin, d'autres s'arrêtant rapidement pour acheter quelque chose avant d'aller travailler. C'étaient des visages connus, des histoires qui se croisaient chaque jour. Des gens simples et travailleurs qui partageaient bien plus qu'un simple mot échangé au comptoir. Ils partageaient le poids du quotidien. À l'intérieur, l'atmosphère était sobre. Des étagères soigneusement rangées, des produits basiques, un éclairage froid. Rien n'attirait le regard. Et c'était nécessaire. Ce lieu existait. Pour servir, non pour impressionner. Le commerçant arrangeait tout en silence, ajustant les moindres détails, veillant à ce que chaque chose soit à sa place. Chaque geste révélait une personne habituée à prendre soin de ce qui lui appartient, car elle sait combien cela coûte de l'entretenir. L'île conservait son rythme discret. Aucun bruit excessif ne venait perturber la quiétude des lieux, hormis le murmure lointain des voitures, le bruit de pas pressés et des conversations étouffées. La ville semblait repliée sur elle-même, comme si elle gardait tout pour elle. C'était une ville de travail, d'efforts quotidiens, peuplée de gens qui ne se plaignaient pas à voix haute, mais ressentaient profondément leurs émotions. Le commerçant observait tout d'un regard attentif, mais las. Il n'était pas bavard. Il préférait écouter. Il préférait observer. Au fil des ans, il avait appris que le comptoir d'une petite boutique était aussi un lieu de confidence spontanée, de brèves confidences, de silence partagé. Les gens y entraient chargés de leur fardeau et en ressortaient sans savoir qu'ils y avaient laissé quelque chose, ne serait-ce qu'un regard compréhensif. La routine était simple, presque imperceptible pour les passants. Ouvrir tôt, bien servir les clients, fermer tard, recommencer. L'île n'offrait aucun avantage aux petits commerçants. Impôts élevés, charges constantes, concurrence déloyale. Pourtant, il a persévéré, non par idéalisme, mais par nécessité.
Ce magasin était sa source de revenus, son identité, sa place dans le monde. Le froid persistait. L'humidité faisait légèrement s'embuer les vitrines. Le commerçant essuyait les vitres d'un chiffon usé, ne laissant que des traces presque imperceptibles. Un petit geste, mais répété chaque jour. Dehors, des clients plus habitués s'approchaient, des gens qui lui faisaient confiance, des gens qui revenaient. Rien, ce matin-là, ne laissait présager un événement extraordinaire. Aucun présage, aucun signe, juste une journée comme les autres à Lille, avec sa dignité tranquille, sa routine austère et son apparence simple. Une journée semblable à tant d'autres. Et c'est précisément dans ce cadre quotidien, populaire et apparemment banal que se prendrait, quelques heures plus tard, une décision humaine, presque imperceptible. Une décision née non de la provocation ou du défi, mais de la coexistence. Une décision qui allait bouleverser la tranquillité de cette ville, qui, jusque-là, semblait suivre son cours en ses intimes. Silence. Ce n'était pas un homme important. Il ne l'a jamais été. On ne le voyait pas dans les journaux. Il ne participait pas aux débats. Il n'avait ni le temps ni l'énergie pour les grandes discussions idéologiques. C'était un simple commerçant lillois, propriétaire d'une petite épicerie de quartier, de ceux qui survivent grâce à leur persévérance plutôt qu'à leur profit. Un homme qui connaissait la valeur de chaque centime, car chez lui, rien n'était superflu. Tout était calculé. Le loyer de la boutique absorbait une part importante de ses revenus. Les impôts arrivaient sans faute, implacablement, que le mois ait été bon ou mauvais. Les factures, elles, n'attendaient pas. La marge d'erreur était infime. Il savait exactement combien de mauvais jours il pouvait supporter avant que tout ne s'effondre. C'est pourquoi il travaillait si dur. Il ouvrait tôt, il fermait tard, souvent seul, souvent trop épuisé pour se rendre compte de sa propre fatigue. Les journées étaient longues, monotones et silencieuses. Rares sont ceux qui imaginent à quel point une petite entreprise exige de ceux qui la font vivre. Pas de vraies vacances, pas de répit, sans culpabilité. Même la nuit tombée, l'esprit restait en ébullition. Stock, fournisseurs, factures, la crainte constante d'une amende imprévue ou d'une chute brutale du chiffre d'affaires. Une vie faite de luttes quotidiennes. Il n'avait pas beaucoup de personnel. Il recevait parfois un coup de main, mais la plupart du temps, il s'occupait de tout lui-même. Il répondait au téléphone, nettoyait, rangeait et réglait les problèmes. Ses mains, marquées par un labeur incessant, étaient les témoins silencieux d'années passées à accomplir bien plus que ce qui semblait possible. Il n'y avait pas de gloire, seulement des responsabilités. Malgré cela, il maintenait une valeur qu'il considérait comme non négociable, le respect, non pas parce qu'il était un fervent religieux ou un défenseur d'une cause particulière, mais parce qu'il avait appris très tôt qu'humilier quelqu'un n'apportait jamais de réel bénéfice à personne. Cette valeur ne lui venait ni des livres, ni des discours. Elle lui venait de la vie, du fait de voir des gens traités avec mépris, de la prise de conscience de la façon dont les petites humiliations s'accumulent, jusqu'à briser une personne de l'intérieur. Il ne cherchait pas à convertir. Il n'a jamais tenté de convaincre qui que ce soit. Dans sa boutique, pas d'affiches religieuses, de slogans politiques ni de messages idéologiques. L'espace était neutre au sens le plus humain du terme, ouvert à tous. Il était convaincu que le rôle d'un commerçant de quartier est de servir, non de juger, d'accueillir, non de sélectionner. Au fil des ans, elle a servi toutes sortes de personnes. Des gens pressés, des gens difficiles, des gens polis, des gens impolis, des gens qui arrivaient souriants et d'autres frustrés. Elle a appris à s'occuper de chacun, sans élever la voix, sans créer de conflits inutiles. Elle savait que, souvent, le comptoir était le seul endroit où quelqu'un se sentait encore écouté. Il connaissait aussi le poids de la honte. Il savait ce que c'était que de devoir demander quelque chose de simple et de sentir le regard accusateur de l'autre. C'est peut-être pour cela qu'il avait développé cette conscience silencieuse des limites invisibles. Il savait quand quelqu'un était gêné. Il savait quand une situation pouvait se régler par un simple geste plutôt que par un ordre brutal. Il n'était pas naïf. Il savait que des règles existaient. Il savait que le monde ne fonctionnait pas uniquement grâce aux bonnes intentions. Mais je savais aussi que tout ce qui est juste ne rentre pas parfaitement dans les formulaires et les règlements. La réalité, surtout dans les quartiers populaires, a toujours été plus complexe que n'importe quel manuel. À la maison, la conversation était simple. Le travail, les factures, les petits soucis du quotidien, point de grande réflexion. Philosophique, mais une idée constante, presque tacite, guidait ses décisions.
Personne ne mérite d'être humilié pour ses convictions, pour ce qu'il est, ou pour avoir besoin de quelque chose. Cette idée l'accompagnait sans ostentation, sans orgueil. Elle faisait tout simplement partie de lui. Il ne s'est jamais considéré comme une personne courageuse. Au contraire, il évitait les conflits autant que possible. Il savait que le moindre problème pouvait s'avérer fatal. Une plainte injustifiée, un malentendu, une sanction. Autant de conséquences qui pouvaient anéantir des années d'efforts. C'est pourquoi il était plutôt prudent, discret et circonspect. Mais pour lui, la prudence n'a jamais rimé avec indifférence. Elle n'a jamais signifié fermer les yeux. Tout au long de sa vie, il a appris que, parfois, ne rien faire est aussi un choix, et que ce choix a un prix silencieux par la suite. Cette semaine-là, il ne s'est pas réveillé en pensant à contester les règles. Il ne s'est pas réveillé avec l'envie de provoquer qui que ce soit. Il a simplement suivi sa routine, comme toujours. Il a ouvert le magasin. Il a servi les clients. Il a réglé des problèmes mineurs. Rien d'extraordinaire. Il ignorait que bientôt, une simple demande, presque timide, le placerait face à une décision qui mettrait à l'épreuve précisément ce qu'il portait en lui depuis tant d'années, la conviction que le respect ne doit pas être considéré comme une exception. C'était un simple marchand. Et c'est peut-être précisément pour cela que cette histoire est si importante. C'était au beau milieu d'une matinée ordinaire, sans aucune précipitation ni tension apparente, que la demande arriva. Le commerçant, derrière son comptoir, rangeait des articles lorsqu'il remarqua le client qui s'approchait d'une manière inhabituelle. Il n'y avait ni urgence dans sa démarche, ni impatience dans son regard. Au contraire. L'homme semblait hésiter, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. Il s'approcha, prudemment, baissa légèrement la voix et formula une simple demande. Il demanda s'il pouvait passer quelques minutes dans un coin du magasin pour dire une courte prière. Rien d'ostentatoire, rien de bruyant, juste quelques instants de silence. Le commerçant écouta attentivement, sans répondre immédiatement. Non par désapprobation, mais par surprise. Ce n'était pas une demande courante, mais elle ne risquait pas non plus de perturber le commerce. Le client ne portait aucun symbole ostentatoire. Pas de grands gestes, pas d'objet susceptible d'attirer l'attention. Il n'a sollicité la participation de personne. Il n'a pas cherché à expliquer sa foi. Il a simplement demandé la permission de partager un moment intime, presque invisible, dans un espace où, à ce moment-là, le flux habituel de clients allait et venait. Un instant, le commerçant hésita. Non par opposition, mais par connaissance du milieu. Il savait que le moindre geste pouvait être mal interprété. Il savait que des règles existaient. Il savait qu'il vivait dans une ville où tout devait être mûrement réfléchi. Cette seconde d'hésitation n'était pas due à la crainte du client, mais à une évaluation silencieuse des conséquences. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Il observa les autres clients. Personne ne semblait y prêter attention. Les affaires suivaient leur cours normal. La commande ne perturbait pas les ventes, n'encombrait pas le passage et ne provoquait aucune agitation. Il s'agissait simplement d'une personne en quête d'un moment de solitude dans la dure routine quotidienne. Le commerçant pensa à son propre père, aux personnes qu'il avait connues tout au long de sa vie, à toutes ces fois où de petits gestes de compréhension avaient fait la différence dans les moments difficiles. Alors, sans discours, sans longues explications, il hocha la tête, un geste presque imperceptible, un « peut-être » murmuré, accompagné d'un regard neutre et respectueux. Il n'y avait là ni approbation religieuse, ni prise de position idéologique, juste une permission humaine, une limite non imposée, un embarras évité. Le client le remercia discrètement et se dirigea vers un coin moins visible de l'établissement. Il ne s'agenouilla pas au milieu de la pièce. Il ne dérangea personne. Il se plaça simplement de manière à ne pas attirer l'attention. Le commerçant reprit ses activités. La musique ne fut pas coupée. Aucune activité ne fut interrompue. L'atmosphère resta la même. Pendant ces quelques minutes, presque personne ne s'en aperçut. Certains clients passèrent sans rien remarquer d'inhabituel. D'autres en eurent peut-être un aperçu, mais sans réagir. Aucun commentaire, aucun regard insistant, aucun malaise manifeste. Tout se déroula calmement, silencieusement, presque imperceptiblement, exactement comme le client l'avait demandé. Le commerçant, quant à lui, conserva son attitude habituelle. Il accueillait les clients, répondait à leurs questions, rendait la monnaie et rangeait les rayons. À l'intérieur, cependant, l'attention était plus grande. Non pas vigilante, mais attentive, comme quelqu'un qui sait qu'il s'agit d'une situation délicate et qui veut s'assurer qu'elle ne mette personne mal à l'aise. La prière fut brève, quelques minutes à peine. Le client resta silencieux, concentré,
sans le moindre geste susceptible d'attirer l'attention. Une fois sa prière terminée, il se leva calmement, ajusta son manteau et s'approcha de nouveau du comptoir. Il le remercia une fois encore, avec un sourire discret, de ceux qui expriment plus de soulagement que de joie. Le commerçant se contenta d'un simple hochement de tête, comme pour dire que ce n'était rien d'extraordinaire, et, en réalité, pour lui, il n'en avait rien été. Il n'y avait aucun sentiment de transgression, aucune fierté, aucun esprit de défi, juste l'impression d'avoir évité quelque chose d'inutile, la gêne de quelqu'un qui avait déjà peu d'espace dans le monde pour exprimer son intimité. Le client paya ce qu'il avait à payer, dit au revoir et partit. La porte se referma derrière lui avec le même bruit qu'à l'accoutumée. La journée suivit son cours. De nouveaux clients entrèrent. La matinée avança. La routine reprit son cours normal, sans qu'aucune trace visible de ce qui s'était passé. Pour le commerçant, cet instant ne méritait rien de particulier. Il n'en parla à personne. Il n'en discuta pas avec ses collègues. Il ne le consigna nulle part. Ce n'était qu'un petit épisode parmi tant d'autres dans une vie faite de décisions discrètes. Un de ces choix qui ne suscite ni applaudissements, ni souvenirs précis. Du moins, pas sur le moment. Il n'imaginait pas que quelqu'un l'ait observé d'aussi près. Il n'imaginait pas que ce geste presque imperceptible serait réinterprété hors de ce lieu, loin de son contexte, loin du silence respectueux dans lequel il s'était produit. Il n'imaginait pas que ce qui pour lui n'avait été qu'une simple coexistence se transformerait, quelques jours plus tard, en problème. À ce moment-là, tout semblait résolu. La prière avait été dite, personne n'avait été interrompu, personne n'avait été humilié. Et pour le marchand, cela suffisait amplement. Lorsque le client se dirigea vers le coin du magasin, le commerçant resta derrière le comptoir quelques secondes de plus que d'habitude. Il n'était pas paralysé. Il réfléchissait vite, comme quelqu'un habitué à prendre de petites décisions aux conséquences importantes. Il jeta un nouveau coup d'œil autour de lui, évaluant l'espace, les visages, l'atmosphère. Tout était normal. Le mouvement n'avait pas cessé. La caisse enregistreuse fonctionnait toujours. Rien, absolument rien, ne semblait anormal. C'est dans ce moment de silence que la pensée s'est formée clairement, presque comme une évidence. Cela ne dérange personne. Il n'y avait aucun bruit, aucune interruption. Personne n'était invité à participer. Personne ne cherchait à imposer quoi que ce soit. Il y avait simplement une personne, discrète, silencieuse, occupant un espace réduit, pendant un laps de temps minimal. Le commerçant savait pertinemment ce qui nuisait réellement au commerce. La confusion, les cris, les disputes, la gêne publique, rien de tout cela n'était présent. Il songea à la simplicité avec laquelle il pourrait agir autrement. Il pourrait tout simplement dire non. Il pourrait invoquer une règle générale. Il pourrait demander au client de partir ou d'aller ailleurs. Ce serait rapide, concis et incontestable. Pourtant, cette solution lui paraissait trop brutale. Elle semblait disproportionnée. Surtout, elle lui semblait inutile. Expulser quelqu'un pour quelques minutes de silence lui paraissait injuste. Humilier quelqu'un en public pour une chose aussi intime lui semblait cruel. Créer un conflit là où il n'y en avait pas lui semblait une forme gratuite de violence ordinaire, de celle qui ne laisse aucune trace visible mais qui ronge la victime. Il avait vu ce genre de choses se produire maintes fois. Cela laissait toujours des traces. Il a donc choisi de ne rien faire de plus que l'essentiel. Laisser faire. Il n'y eut aucune annonce, aucune justification, aucun signe pour attirer l'attention des autres clients. Le commerçant continua son travail comme si de rien n'était, comme si cette scène faisait partie intégrante du lieu. Et, d'une certaine manière, elle l'était. Un commerce de quartier a toujours été un lieu où se croisent vie, peine et moments intimes, rarement exposés au grand jour. Certains clients l'ont remarqué, pas tous. Ceux qui étaient plus près ont jeté des coups d'œil rapides, curieux et scrutateurs. Une femme a légèrement froncé les sourcils, visiblement mal à l'aise, mais n'a rien dit. Un homme a détourné le regard et a continué d'examiner les produits, comme s'il ne voulait pas s'en mêler. D'autres l'ont tout simplement ignoré, absorbés par leurs propres préoccupations. L'atmosphère resta inchangée. Aucun silence gênant, aucun chuchotement. Juste cette tension latente qui naît lorsqu'un détail détonne légèrement avec les attentes. Une tension qui ne s'amplifie pas si personne ne l'alimente. Le commerçant remarqua les regards insistants, mais ne réagit pas. Il ne chercha ni à s'expliquer, ni à se justifier. Il n'en voyait pas l'utilité. Il savait que le moindre mot pouvait amplifier ce qui, jusque-là, était resté insignifiant. Parfois, le meilleur moyen de préserver la paix est de ne pas nommer ce qui n'a pas besoin de « non ». Au fond de lui,
Il ressentait une étrange tranquillité, ni euphorique, ni orgueilleuse. Juste la tranquillité de celui qui sait qu'il ne fait de mal à personne. Ce sentiment contrastait avec le soin habituel qu'il apportait à tout dans ses affaires. Normalement, il calculait chaque geste. À cet instant précis, pourtant, il n'avait pas l'impression de prendre un véritable risque. Juste de pratiquer une forme élémentaire de coexistence. Le temps passa vite. Le client termina sa prière avant, même que la plupart ne s'en aperçoivent. Il se leva discrètement, ajusta son manteau et reprit sa place parmi les autres clients. Il paya ce qu'il avait dû, échangea quelques mots et s'en alla. Pas d'applaudissements, pas de reproches, pas de commentaires. Lorsque la porte se referma derrière lui, le commerçant eut l'impression que tout était fini. Un petit épisode imperceptible, sans importance. Il reprit son rangement des rayons, répondit à un client, rendit la monnaie. La routine reprit son cours naturel, comme l'eau qui retrouve son lit après un léger détour. Certains clients incommodés semblaient déjà avoir oublié, d'autres n'y avaient jamais prêté attention. Personne ne se plaignit sur le moment, personne n'éleva la voix, personne ne fit appel aux autorités. En somme, la journée se déroula comme les autres, et c'est précisément ce qui a renforcé la conviction du commerçant. Il n'avait créé aucun problème. Il n'avait manqué de respect à personne. Il n'avait pas perturbé le fonctionnement de son commerce. Il avait simplement évité un embarras inutile. Un geste minimal, presque automatique, guidé par une idée simple qu'il nourrissait depuis des années. Lorsqu'une action ne nuit à personne, provoquer un conflit en dit plus long sur celui qui le provoque que sur celui qui agit. En cette fin de matinée, alors qu'il servait ses derniers clients avant le déjeuner, le commerçant n'y pensait plus. Pour lui, l'épisode était clos. Il n'y avait pas eu de drame. Pas d'histoire à raconter. Juste une journée ordinaire à Lille, marquée par une décision humaine trop insignifiante pour paraître importante. Il n'imaginait pas que, pour d'autres personnes, l'expression « ça ne dérange personne » serait réinterprétée d'une manière complètement différente. Et c'est précisément parce qu'elle avait choisi de ne pas humilier, de ne pas expulser et de ne pas créer de conflit qu'elle allait se retrouver confrontée à un conflit qu'elle n'avait jamais recherché. Les jours suivants, rien ne se produisit immédiatement. Du moins, rien de flagrant. Le magasin ouvrait et fermait comme d'habitude. Les clients habituels continuaient d'affluer. Les ventes restaient stables. La routine semblait intacte. Pourtant, quelque chose avait changé. Une différence trop subtile pour être précisément cernée et trop importante pour être ignorée. Les premiers signes se manifestèrent dans les détails. Des remarques vagues, des murmures, des questions qui n'en étaient pas vraiment. « Tu as entendu ce qui s'est passé ici ? C'est vrai, ce qui s'est passé l'autre jour ?» Des phrases inachevées, lancées comme pour tâter le terrain. Le commerçant répondit naturellement, sans bien comprendre l'origine de cette curiosité. Pour lui, il n'y avait rien eu de l'autre jour. Il n'y avait qu'une matinée ordinaire. Certains clients commencèrent à le regarder différemment, non pas avec une hostilité manifeste, mais avec une attention quelque peu gênante. Des regards plus longs, des silences embarrassés avant de parler. Des gens qui semblèrent peser leurs mots, d'autres qui évitaient tout contact visuel, comme s'ils craignaient d'être associés à quelque chose d'indéfini. Le magasin restait le même, mais l'atmosphère avait changé. Il remarqua aussi de petites absences. 1 ou 2 visages familiers cessèrent d'apparaître, pas brusquement mais progressivement, comme si quelqu'un avait décidé de changer d'itinéraire, de choisir une autre boutique, d'éviter cet endroit par précaution. Rien de déclaré, rien de dit à voix haute, juste des choix silencieux. C'est alors que les plaintes ont commencé, pas directement à lui, pas au comptoir, pas par la parole. Elles sont arrivées par d'autres voies, des commentaires adressés à des tiers, des messages envoyés à des organisations dont il n'aurait jamais imaginé qu'elles s'intéressaient au fonctionnement quotidien d'une petite entreprise. Des plaintes anonymes, formulées dans un langage formel, distant, presque clinique. Dans ces récits, l'épisode prit une autre tournure. Il cessa d'être un geste discret pour devenir un échec, une autorisation inappropriée, un manquement. Les mots employés ne parlaient plus de personne, mais de procédure. Ils ne parlaient plus de respect, mais de règles. Le contexte disparut. Le silence de la prière se transforma, sur le papier, en un élément problématique. Le commerçant n'était encore au courant de rien. Il continuait son travail, gérant les difficultés, habituelles, persuadé que l'incident était du passé. Il lui paraissait inconcevable qu'un détail aussi insignifiant puisse avoir des conséquences officielles. Après tout, personne ne s'était plaint, personne n'avait été dérangé, tout s'était déroulé sans incident. Mais à l'extérieur du magasin,
L'histoire ne lui appartenait plus. Quelqu'un avait décidé de le dénoncer. Personne ne savait qui. Personne ne savait pourquoi. Peut-être quelqu'un qui se sentait mal à l'aise dans le silence. Peut-être quelqu'un qui n'était même pas présent. Peut-être quelqu'un que vous aviez vu, dont vous aviez entendu parler, que vous aviez interprété de loin. Le fait est que l'histoire a quitté le guichet et a été consignée par écrit. Elle a été enregistrée. On lui a attribué un numéro. On lui a attribué un numéro de protocole. Et lorsqu'une chose devient un protocole, elle cesse d'être humaine. Dès lors, le geste fut analysé hors de son contexte, loin de toute routine, loin du froid de ce matin, des mains, fatiguées du commerçant, de la demande murmurée. Il n'existait plus que comme une simple description sur un formulaire, une description qui ne rendait ni le silence, ni le calme, ni l'absence de conflit. Seule la permission subsistait. Il commença à ressentir le changement avant même d'en être officiellement informé. Une certaine distance avec certains clients, une légère tension palpable, un malaise inexplicable. C'était comme si quelque chose se tramait dans l'ombre, sans qu'il puisse le voir. Pourtant, je n'imaginais pas l'ampleur du problème. Je n'imaginais pas que quelqu'un ait transformé ce moment presque imperceptible en un acte condamnable. Je n'imaginais pas que le mot « prière », même accompagné de « discrète », puisse revêtir une telle importance une fois sorti de son contexte humain. Il continuait de croire que tout était réglé, que la ville avait des problèmes plus importants, qu'un petit commerce de quartier ne susciterait pas d'intérêt, que personne ne prendrait la peine de porter plainte officiellement pour quelque chose qui n'avait causé aucun préjudice visible à quiconque. Mais la machine était déjà activée, et lorsqu'il commence à bouger, il ne fait d'abord aucun bruit. Le commerçant continuait de servir les clients, de ranger les rayons et de fermer la caisse en fin de journée. Il faisait de simples projets pour la semaine suivante. Il ignorait que, quelque part, sa boutique avait déjà cessé d'être un lieu du quotidien. C'était devenu une affaire. Et, sans le savoir, il approchait du moment où ce qui semblait insignifiant, discret et contenu allait revenir avec un poids suffisant pour changer complètement sa perception de ce que signifie réellement tolérer quelque chose qui ne dérange personne. La notification est arrivée un jour comme les autres, un de ces jours où rien ne semble anormal, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser. Le commerçant a trouvé l'enveloppe parmi le reste du courrier. Facture, avis administratif, document du quotidien de tout commerçant. Aucune urgence apparente, aucun avertissement préalable, juste un document officiel de plus, avec en tête, numéro de dossier et un ton impersonnel. Il l'ouvrit lentement, il le lut une fois, puis il le relut. Les mots étaient là, clairs et froids, mais difficiles à croire. Le texte ne parlait pas de tumulte, il ne parlait pas de plainte directe de clients. Il ne mentionnait ni cris, ni désordre, ni perturbation des activités commerciales. Il parlait d'autre chose. Il parlait de neutralité, de réglementation, de violation. Le langage était distant, presque mécanique. Aucune mention de personne, aucun contexte, aucune tentative de comprendre ce qui s'était réellement passé. Seulement l'affirmation qu'il avait toléré quelque chose qu'il n'aurait pas dû tolérer, selon le document. Un geste qualifié d'inapproprié, déconnecté de sa réalité, réduit à une simple infraction administrative. Il sentit son estomac se nouer, non pas à cause de l'amende elle-même, bien qu'elle existât objectivement, mais à cause du sentiment d'absurdité. On ne l'avertissait pas pour avoir causé un problème. On l'avertissait pour n'en avoir causé aucun, pour n'avoir expulsé personne, pour n'avoir mis personne dans l'embarras, pour n'avoir provoqué aucun conflit. La sanction ne mentionnait pas qu'il avait toléré les troubles. Elle lui reprochait d'avoir manqué à une prétendue neutralité, une neutralité de façade, déconnectée de la réalité, du terrain, des gens qui vont et viennent chaque jour, une neutralité qui, en pratique, exigeait une réaction sévère face à un acte totalement inoffensif. Il resta assis quelques minutes, la feuille de papier serrée dans des mains qui avaient si souvent porté des cartons, des marchandises, des pièces de monnaie. Les lettres lui paraissaient donc plus lourdes que le papier. Chaque paragraphe lui inspirait la même impression. Ce texte n'était pas destiné à des gens comme lui. Il n'avait pas été écrit pour ceux qui vivent au contact quotidien de vraies personnes, de vraies histoires, de simples demandes. La confusion fut la première étape. Il cherchait à comprendre où il avait fauté, à quel moment il avait franchi la limite. Il repassait mentalement la scène en boucle. La demande discrète, la brève hésitation, le consentement tacite, l'absence totale de conflit. Rien n'avait de sens dans cette logique punitive. Puis vint la peur de conséquences plus graves, la peur de nouvelles,
Sanction. La peur que cela ne s'arrête pas là. La peur de perdre l'entreprise bâtie au prix de tant d'efforts. Pour une entreprise aux marges aussi faibles, la moindre pénalité supplémentaire pouvait être fatale. Le document ne contenait pas de menaces explicites, mais il laissait présager une continuité, une évaluation, un suivi, d'éventuels développements. Et finalement vint le sentiment le plus difficile à avaler, l'injustice. L'existence même d'une règle ne le dérangeait pas. Il avait toujours su que les règles faisaient partie du jeu. Ce qui le dérangeait, c'était le renversement complet du sens de la situation. Le fait que, sur le papier, le problème ne résidait pas dans l'humiliation évitée, mais dans son absence. Comme si le respect d'autrui était devenu une transgression suffisamment grave pour justifier une sanction. La notification ne faisait mention d'aucun dialogue. Elle ne laissait aucune place à l'explication. Il n'était pas invité à relater les faits de son point de vue. L'affaire était déjà close lorsqu'il en a eu connaissance. Jugé sans audience, classifié sans nuance. Il observa le magasin, désormais vide, les étagères, le comptoir, le sol qu'il nettoyait chaque jour. Tout semblait identique, mais quelque chose avait changé. Cet espace, qui avait toujours été un lieu de simple convivialité, était devenu le théâtre d'une infraction. Non pas à cause d'un événement bruyant, mais à cause d'un événement silencieux. Il avait la tête qui tournait. Il pensait à sa famille, au coup, à l'avenir. Il se demandait s'il aurait dû agir autrement, s'il n'aurait pas été plus prudent de refuser, s'il n'aurait pas été préférable de mettre quelqu'un dans l'embarras par précaution. Ces questions surgissaient avec un profond malaise, car elles allaient à l'encontre de toutes ses convictions. Il savait qu'il pouvait faire appel, qu'il pouvait contester, mais il connaissait aussi le coût émotionnel, financier et bureaucratique d'une telle démarche. Il savait que le système favorise rarement ceux qui ont peu de temps, peu d'argent et peu de visibilité. La sanction n'était pas seulement financière, elle était symbolique. Un message clair, certaines formes d'humanité ne sont pas les bienvenues lorsqu'elles ne correspondent pas aux normes établies. Tandis qu'il pliait le papier et le rangeait, le commerçant sentit quelque chose se briser en lui. Non pas l'envie de continuer à travailler, ni sa dignité, mais l'illusion qu'agir avec respect serait toujours perçu comme neutre, acceptable, évident. À ce moment-là, il est devenu clair qu'il n'était pas puni pour avoir causé un problème. Il était puni pour en avoir révélé un. Et c'est cette constatation, plus que la sanction elle-même, qui importait vraiment. Après la notification, les nuits ne furent plus normales. Le marchand se couchait le corps épuisé, mais l'esprit en alerte maximale. Le sommeil était bref et intermittent, interrompu par des pensées surgissant sans prévenir. Il se réveillait en pleine nuit, imaginant des scénarios, calculant les possibilités, repassant en revue chaque mot du document reçu. Le silence de la chambre semblait amplifier le poids de tout cela. La peur commençait à s'installer. Non pas une peur abstraite, mais une peur concrète, bien réelle. La peur que la sanction ne soit pas la fin. La peur d'une amende plus lourde. La peur de nouveaux avertissements. La peur que quelqu'un surveille le moindre détail des opérations du magasin, guettant la moindre erreur. Pour ceux qui travaillaient avec des marges réduites, l'idée d'une pénalité supplémentaire était suffocante. Il suffisait d'un rien pour que tout s'écroule. Durant la journée, il continua à travailler, mais le rythme avait changé. Ses gestes étaient n'allés plus lents, son regard plus attentif qu'auparavant. Chaque client qui entrait semblait porter une question invisible. Chaque conversation paraissait plus lourde de sens. Il se surprenait à réfléchir à 2 fois avant de parler, comme si même son ton pouvait être mal interprété. À la maison, la tension était palpable. La famille s'inquiétait en silence, s'efforçant de ne pas aggraver la situation. Les conversations tournaient autour des factures, du loyer et des recours possibles. Le soutien était présent, mais la peur aussi. La peur que la situation ne dégénère. La peur qu'un petit geste ait déclenché une réaction impossible à contenir. Ses proches lui demandèrent s'il était sûr de ce qu'il avait fait, non pas sur un ton accusateur, mais par inquiétude. Est-ce que ça en valait la peine? N'aurait-il pas été préférable de l'éviter? Ces questions le blessèrent plus que la punition elle-même, car elles venaient de ceux qui le connaissaient bien, qui savaient qu'il ne cherchait jamais les ennuis. Pourtant, le doute s'insinua en lui. Dans le magasin, les clients étaient repartagés. Certains continuaient de le fréquenter comme d'habitude, par fidélité ou par indifférence. D'autres modifiaient leur comportement. Des commentaires s'élevaient de manière voilée, regards insistants, phrases interrompues. Certains semblaient vouloir apporter leur soutien sans s'engager. D'autres manifestaient un malaise, comme si l'atmosphère était devenue pesante. Il y avait aussi ceux qui avaient cessé de venir. Pas ouvertement, mais discrètement.
Un client de moins par-ci, un autre par-là. De petites absences qui, mises bout à bout, commençaient à se faire sentir à la caisse. Chaque jour plus difficile renforçait ce sentiment de vulnérabilité. Le commerçant, tout en servant ses clients, calculait mentalement combien de temps il pourrait tenir si la situation persistait. Le plus dur, cependant, n'était pas l'impact financier immédiat, mais l'impact intérieur. La question revenait sans cesse, surtout lors des moments d'épuisement extrême. Ai-je eu tort d'agir avec humanité ? Il se détestait de penser cela, mais il n'y pouvait rien. La pression constante avait un effet corrosif. Elle ne détruit pas tout. D'un coup, elle vous ronge. Il repassa la scène en revue à plusieurs reprises. La demande discrète, l'hésitation, la décision. Il s'efforça de se mettre à la place de celui qui avait dénoncé les faits. Il tenta de comprendre à quel moment la situation avait pu être perçue comme une transgression. Mais plus il réfléchissait, plus la logique lui paraissait absurde. Pourtant, le doute persistait, car la punition était réelle, concrète, inscrite par écrit. Il y avait des moments où il était indigné. D'autres fois, simplement las. Las de devoir justifier une chose qui n'aurait jamais dû être remise en question. Las de vivre dans la crainte d'une règle appliquée hors de son contexte. Las de réaliser que, pour se protéger, il pourrait être amené à agir contre tout ce qu'il croyait juste. Malgré tout, quelque chose persistait en lui. Une petite flamme de conviction qui refusait de s'éteindre complètement. Au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas agi par défi ou par idéologie. Il avait agi parce qu'il avait vu quelqu'un en situation de vulnérabilité et avait choisi de ne pas lui faire de mal. Cette certitude ne lui apporta pas de soulagement immédiat, mais elle l'empêcha d'être entièrement consumé par la culpabilité. Les jours s'éternisaient. Chaque lettre dans le courrier suscitait l'appréhension. Chaque appel d'un numéro inconnu faisait battre son cœur à tout rompre. Le magasin, qui avait toujours été un lieu de dur labeur, commençait lui aussi à devenir un espace d'angoisse, permanente. Pourtant, chaque matin, il ouvrait la porte, il levait le portail, il rangeait les étagères, il continuait, car malgré tout, il savait que se replier sur soi n'était pas envisageable, et parce que, même face à la peur, une question plus profonde encore résonnait en lui, plus forte que toutes les autres. Si agir avec humanité est une erreur, que reste-t-il lorsque nous choisissons uniquement de nous protéger ? Il n'y avait pas de réponse facile à cette question, mais c'est ce qui le faisait tenir, même pendant les nuits blanches, même sous le poids de la pression, même face au risque réel de tout perdre, pour avoir fait quelque chose qui, à ses yeux, avait toujours semblé simplement humain. Le revirement n'a pas commencé par une demande de révision formelle, ni par un recours juridique bien ficelé. Il a commencé comme presque tous les véritables retournements de situation, par le récit d'une histoire à une autre. Une remarque à voix basse, un cri de frustration. Tu ne devineras jamais ce qui est arrivé aux commerçants du coin. Et petit à petit, ce qui était enfermé dans une enveloppe officielle s'est échappé dans le monde réel. L'histoire a fuité. D'abord parmi les habitants du quartier, ceux qui connaissaient le commerçant depuis des années, qui faisaient régulièrement leurs courses chez lui, qui savaient qu'il traitait tout le monde de la même manière. La première réaction fut la surprise, puis l'incrédulité. Puni pour ça, mais il n'y a eu aucun problème. J'étais là, il ne s'est rien passé. Ces phrases commencèrent à circuler, répétées avec une indignation croissante. À Lille, les quartiers populaires fonctionnent comme de petites communautés. On y échange, on observe, on se souvient. Et quand quelque chose paraît injuste, la réaction n'est pas immédiate, mais elle est constante. D'autres commerçants ont commencé à se montrer solidaires. Les propriétaires des boutiques voisines ont discuté entre eux. Certains ont dit qu'ils auraient pu faire la même chose. D'autres ont admis qu'ils n'en auraient peut-être pas eu le courage. Tous étaient d'accord sur un point. Cela ne ressemblait pas à une infraction. Le soutien a commencé à se manifester. Non pas par de grandes manifestations, mais par des gestes concrets. Les clients sont revenus au magasin de leur propre initiative. Ils ont acheté un petit quelque chose, juste pour marquer leur présence. Ils ont murmuré des mots d'encouragement, comme s'ils craignaient encore de parler trop fort. Vous avez bien fait. Ça n'a rien changé pour moi. C'est du respect. De courtes phrases, mais qui arrivaient comme une bouffée d'oxygène. Un journaliste local a eu connaissance de l'affaire, non pas par le biais d'un communiqué officiel, mais grâce aux conversations de voisinage. Il s'est rendu au magasin. Il a observé. Il a discuté. Il a écouté la version du commerçant.
Il a demandé des précisions. Il voulait comprendre le contexte, et pas seulement la réglementation. L'article qui en a résulté n'était pas agressif, mais clair. Il présentait les faits de manière objective, permettant au lecteur de se faire sa propre opinion. Et les conclusions sont arrivées rapidement. Le rapport a suscité de vives réactions. Les associations locales ont pris position. Les groupes liés au commerce de proximité ont évoqué la coexistence et le bon sens. Les organisations communautaires ont rappelé que la neutralité ne saurait être synonyme de déshumanisation, que respecter un geste silencieux n'équivaut pas à promouvoir une opinion, et que tolérer n'est pas imposer. Le débat public s'est amplifié, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les conversations de tous les jours, dans les cafés, au marché, dans les transports en commun. On discutait de la limite entre la loi et l'humanité, des domaines où l'État doit intervenir, et de ceux où il doit faire confiance au bon sens des citoyens. L'histoire du commerçant a cessé d'être un cas isolé pour devenir le symbole d'un enjeu plus vaste. À partir de là, le récit a commencé à changer. La conversation ne portait plus seulement sur la violation, elle portait sur le contexte, la proportionnalité et la coexistence. L'attention s'est déplacée de l'acte autorisé vers la réaction disproportionnée qu'il a suscitée. La question centrale n'était plus « pourquoi l'a-t-il permis ?», mais « pourquoi cela est-il devenu une punition ?» La pression est devenue palpable, non pas agressive mais constante. Interrogation publique, demande d'éclaircissement, comparaison avec d'autres cas ignorés. Le silence institutionnel, qui paraissait auparavant confortable, a commencé à devenir gênant. La sanction, auparavant considérée comme une simple procédure technique, a commencé à être perçue comme un choix. Le commerçant observait la scène avec un mélange de surprise et de prudence. Il ne recherchait pas la notoriété. L'attention le mettait mal à l'aise. Mais, pour la première fois depuis qu'il avait reçu l'avertissement, il ne se sentait plus seul. Il comprit que son geste avait trouvé un écho chez d'autres personnes, car il touchait à une question fondamentale. L'idée que la coexistence ne devrait pas être punie. La ville a réagi. Pas à l'unanimité, certes, mais de manière significative. Et cela a suffi à recentrer le débat. L'histoire ne se réduisait plus à un simple paragraphe de règlement. Elle était désormais incarnée par des visages, des voix, des témoignages. Elle était porteuse de mémoire. Le discours officiel a commencé à évoluer. Le ton a changé. Les expressions dures ont laissé place à des explications plus prudentes. On a parlé d'interprétation, d'évaluation du contexte, de nécessité d'équilibre. Des mots qui n'effacent pas les actes commis, mais qui révèlent qu'un sentiment a été éprouvé. Ce revirement n'a pas signifié une victoire immédiate. Il n'a pas entraîné l'annulation automatique. Mais il a signifié quelque chose d'aussi puissant. L'histoire avait été réécrite, de la bonne manière, avec un début, un milieu et un contexte. Et, une fois raconté ainsi, il devenait impossible de prétendre qu'il ne s'agissait que d'une simple infraction. Désormais, il ne s'agissait plus d'un marchand qui autorisait quelque chose. Il s'agissait d'une ville qui discutait de ce que signifie vivre ensemble. Et lorsque le récit change, la responsabilité passe de ceux qui ont agi humainement à ceux qui ont tenté de les punir. Finalement, lorsque le tumulte retombe et que les versions exagérées perdent de leur force, une constatation simple et dérangeante s'impose. Le commerçant n'a enfreint aucune règle. Il a mis au jour un problème. Un problème qui avait toujours existé, latent, dissimulé derrière des formulaires, des règlements et un jargon technique servant à éluder l'essentiel. La question essentielle, en l'occurrence, était celle à laquelle personne ne voulait répondre. À quel moment le respect d'autrui est-il perçu comme une menace ? Ce jour-là, il ne s'était pas levé avec l'intention de défier les normes, ni de provoquer un débat public. Il ne voulait devenir le symbole de rien. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il a simplement refusé de transformer une demande silencieuse en humiliation publique. Il a simplement décidé de ne pas gêner quelqu'un qui ne dérangeait personne. Et c'est précisément ce choix, si anodin, si humain, qui a révélé la fragilité d'un système incapable de saisir les nuances. Tout au long de ce récit, ils ont tenté de tout réduire à des termes froids. Neutralité, violation, procédure. Mais aucun de ces mots ne peut rendre compte de ce qui s'est réellement passé dans cette épicerie de quartier à Lille. Aucun n'explique pourquoi un geste discret, sans bruit, sans contrainte, sans préjudice, a dû être corrigé comme s'il s'agissait d'une faute grave. Ce qui les dérangeait, ce n'était pas la prière. C'était la limite qui n'avait pas été imposée. C'était l'humiliation qui n'avait pas eu lieu. Le respect ne signifie pas prendre parti. Il s'agit de refuser l'humiliation.
Cette phrase résume ce que beaucoup ont tenté de semer la confusion. Protéger la dignité d'autrui ne fait de personne un militant. Cela ne crée pas de camp. Cela n'impose aucune croyance. Cela établit simplement une norme éthique minimale pour la coexistence. Une norme minimale qui devrait aller de soi, mais qui, paradoxalement, semble être devenue suffisamment rare pour être sanctionnée. Le marchand a payé un lourd tribut à ce choix. Il a éprouvé de la peur. Il a douté. Il a failli se laisser convaincre par la pression qu'il s'était trompé. Et c'est précisément là que réside le plus grand danger de ces histoires. Non pas dans la sanction elle-même, mais dans la tentative tacite d'enseigner que la voie la plus sûre est toujours celle de l'indifférence, qu'il vaut mieux expulser que comprendre, embarrasser que recevoir, éviter les problèmes plutôt que d'agir avec humanité. Mais cette histoire révèle aussi autre chose. Elle montre que lorsque le récit exact émerge, lorsque le contexte apparaît, lorsque l'on reconnaît la vérité, quelque chose change. La punition cesse de paraître normale, le geste cesse d'être suspect, et la question pertinente commence à se poser. Pourquoi cela a-t-il été considéré comme une infraction? Il n'existe peut-être pas de réponse simple. Ce malaise provient peut-être précisément du fait qu'il est plus facile d'appliquer les règles que de faire preuve de discernement. Mais vivre en société exige plus que l'application mécanique des normes. Cela exige la capacité de reconnaître quand l'humanité ne menace pas l'ordre établi, mais le soutient. Le commerçant continue d'ouvrir son magasin tous les matins. Il continue de travailler. Il continue de gérer ses factures, ses impôts, les bons et les mauvais jours. Il n'est pas devenu un héros. Il n'est pas devenu un militant. Il reste ce qu'il a toujours été. Un homme ordinaire qui tente de vivre, dignement dans un monde qui, parfois, semble punir précisément cela. Et c'est peut-être là toute la force de cette histoire. Elle ne parle pas de grands discours, mais de petits choix, ceux que personne n'applaudit sur le moment, mais qui définissent qui nous sommes quand personne ne nous regarde. Ceux qui nous placent face à une décision simple, mais difficile, détourner le regard ou rester humain. Car, au final, il ne s'agissait pas de religion. Ce n'était pas une question de politique. Il s'agissait de coexistence. Commentaire: le respect n'est pas une infraction. Laissez un « j'aime » pour soutenir les histoires vraies comme celle-ci. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain témoignage poignant. Et maintenant, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran.